Ciao les gens, nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je vais vous parler de la hiérarchie pyramidale. Alors j'avais fait une vidéo que j'ai postée et puis finalement j'ai trouvé qu'elle était un peu incomplète, donc je vais la refaire maintenant. Je vais vous parler donc de la hiérarchie pyramidale. C'est le chapitre 2 du petit livre que je souhaite faire. Donc le premier chapitre, c'était le langage codé. Alors quel est le rapport entre le langage codé et la hiérarchie pyramidale? Bah, simplement, dans la hiérarchie pyramidale, le sommet de cette hiérarchie a accès à toute l'information, alors que le bas de la hiérarchie a accès à un certain type d'information, mais c'est quand même très limité. Et en fait, voilà, plus on monte, plus on a accès à l'information, et plus on descend, moins on a accès à l'information, tout simplement. Donc, le langage est codé pour empêcher les gens plus bas d'avoir accès à l'information. Donc, c'est pour ça qu'il y a un rapport. Alors, la hiérarchie pyramidale, euh, c'est un concept qui a été repris par les complotistes, un peu comme le concept de matrice. Et à mon avis, ça plaît pas aux gens que je dise ça, mais il y a beaucoup de concepts et d'idées qui sont travestis. Par exemple, pour moi, un créateur qui crée une idée, c'est un peu comme si il y avait sa génétique dedans. C'est un peu comme si il faisait une fille ou elle faisait une fille si c'est une créatrice. Et je dis une fille parce que une idée au féminin. Et alors, cette fille a sa génétique. Maintenant, si quelqu'un prend cette fille et puis la remodifie complètement, de l'extérieur comme de l'intérieur, parce qu'une idée c'est plus un concept d'intériorité que d'extériorité, mais si tu modifies la structure de l'idée, elle n'a plus la génétique de départ, donc c'est plus la même idée en fait, c'est une autre idée. Donc voilà, quand quelqu'un prend une idée pour la travestir à sa sauce, c'est plus du tout la même idée. Et cette idée-là, elle t'appartient parce que toi, t'as mis ta génétique dedans. Et c'est ça que parfois dans le complotisme, il y a des gens qui reprennent des concepts et ils mettent à leur sauce ces concepts et ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était au départ. Donc voilà. Pour parler des matrices justement, de Matrix, parce que j'avais fait une vidéo qui avait quand même pas mal plu, où j'avais expliqué ce concept-là, métaphorique quoi, j'avais fait l'analogie. Et j'avais expliqué aussi que ça datait de longtemps, puisque c'est à l'origine, c'est quand même Platon qui a fait la métaphore de la caverne, et Platon, il n'est pas né hier. Donc, le concept des matrices, c'est un concept mathématique, c'est-à-dire que, enfin voilà, je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez en savoir plus. Mais en gros, dans les matrices, quand vous êtes dans une matrice, vous pouvez pas voir à l'extérieur de la matrice dans laquelle vous êtes, mais si quelqu'un est dans une matrice supérieure, il peut voir euh, votre matrice dans laquelle vous êtes. Si quelqu'un est encore dans la matrice supérieure, il peut voir euh, la matrice dans laquelle est celui d'avant, et il peut voir la matrice dans laquelle est celui d'encore avant, mais eux ne peuvent pas voir sa matrice. Vous voyez, donc en gros, c'est un peu compliqué d'expliquer comme ça, mais en gros, vous avez A dans la première matrice, A peut voir ce qu'il voit. Vous avez B dans la seconde matrice, B peut voir ce que A voit, il peut voir ce que lui-même voit. Vous avez C dans la troisième matrice, C peut voir ce que A voit, ce que B voit et ce que lui-même voit. Par contre, B ne peut pas voir ce que C voit parce que C est dans une matrice supérieure, mais B peut voir ce que A voit. Mais A ne peut voir que ce que A voit. Il peut pas voir ce que B voit ni ce que C voit parce qu'ils sont dans des matrices supérieures. Donc vous voyez un peu le concept. Donc ça, c'est le concept des matrices. Et en fait, ça rejoint le concept des dimensions. Donc je vous invite à aller voir la chaîne de Micmat qui avait fait une vidéo sur la quatrième dimension où il expliquait, par exemple, dans les bandes dessinées, c'est fait en deux dimensions. Pourquoi? Parce qu'il manque la troisième dimension de la profondeur. Et en deux dimensions, si vous dessinez des organes à l'intérieur d'un personnage ou que vous faites une bulle, etc., vous pouvez voir ses pensées, vous pouvez voir à l'intérieur de lui, etc. Donc s'il existait éventuellement une quatrième dimension, les êtres dans cette quatrième dimension, on n'aurait pas de secret pour eux, en fait. Ils pourraient lire dans nos pensées, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est un peu une hypothèse qu'il avait émise dans cette vidéo et je vous invite à aller la regarder parce que c'est très intéressant. Donc à partir de là, donc ça j'explique pour les matrices et c'est repris par les complotistes où ils reprennent la matrice à n'importe quelle sauce. Et ça, voilà, faut pas déconner. Et puis il y a la hiérarchie pyramidale, donc ça aussi c'est repris par les complotistes. Donc en gros, euh, il y a l'œil dans la pyramide et on parle des Illuminati et tout ça. Donc voilà, ça se transforme un peu en fantasme. Maintenant, il y a une part de vrai, une part de faux. C'est pour ça que ça devient pas très fiable.
Mais ça, c'est au niveau réputation, et ça, je tiens à parler de la réputation, parce qu'en fait, parfois, il y a des scientifiques qui sortent des bonnes idées, puis il y a quelqu'un qui reprend cette idée sous le nom de ce scientifique, mais qui l'a travesti. Donc après, l'idée ne marche pas, et puis après, il dit, ah bah c'est la faute du scientifique. Mais le scientifique, il n'avait pas dit ça au départ. T'as parlé en son nom, et t'as travesti sa pensée, donc ça veut plus rien dire. Lui, il disait pas ça, donc tu mens, voilà. Donc cette idée est de toi, elle est plus de... L'idée qui n'a pas marché est de toi, elle est plus du scientifique. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça aussi qu'on peut bousiller, en fait, des théories, et que les dictatures s'évertuent à bousiller l'opposition. Comment elle fait? Bah, simplement, tu, c'est par les infiltrations, c'est-à-dire que vous avez une entreprise qui fonctionne bien, qui construit sa propre réputation par rapport au fait que bah, elle répond correctement aux besoins des gens, et puis il y a une personne qui s'infiltre dans l'entreprise euh, parce qu'elle est payée pour le faire, donc par la concurrence, donc elle s'infiltre, mais son but à elle, à cette personne, c'est de détruire l'entreprise, c'est pas de la faire fonctionner. Donc elle va foutre la merde à l'intérieur, et donc son but ce sera de briser la réputation à l'avantage de la concurrence. Vous voyez? Donc c'est ce qui peut se passer avec des concepts, c'est-à-dire il y a des gens qui font exprès médiatiquement de reprendre des concepts et de les bousiller pour détruire le crédit du concept qui était en fait une bonne idée au départ. Et alors les gens, comme ils ont vu faussement, illusoirement que ça n'a pas fonctionné, ils abandonnent cette idée. Vous voyez? Et c'est comme ça que dans l'histoire, il y a beaucoup de grands penseurs qui ont été marginalisés et qu'on a pris pour des fous parce que en fait, ils avaient des ennemis très pervers en face d'eux qui voulaient simplement les faire taire et pas que leurs idées passent. Donc voilà, ça arrive dans l'histoire. Et donc parfois, il y a des idées euh, qui sont complètement noyées dans le fait que dès que la personne sort l'idée, on lui met l'étiquette complotiste et c'est terminé, c'est pas zéro crédit, donc on t'écoute plus. Parce que quand t'as pas de crédit de parole, on t'écoute pas, hein. C'est simple. Euh, les gens n'investissent pas de confiance en ce que tu dis. Donc s'ils investissent pas de confiance en ce que tu dis, bah c'est perdu au niveau quantique. Donc voilà, donc les médias ils jouent sur ça pour avoir le crédit des gens et de ça. Alors je vais citer Franck Lepage. Franck Lepage dit il y a deux problèmes avec les complots. Le premier, c'est d'en voir partout. Le second, c'est de n'en voir nulle part. Alors, en gros, on peut résumer, le problème, c'est d'être naïf ou d'être parano. Donc, parano, c'est avoir des problèmes où il n'y en a pas, et en créer soi-même par une imagination délirante qui manque de logique. Et puis, l'autre problème, c'est d'être naïf, et c'est aussi une imagination délirante qui manque de logique, puisque la naïveté, c'est un peu se croire dans Disneyland. Donc, en gros, la naïveté, c'est un excès de positivité, et la paranoïa, c'est un excès de négativité. C'est-à-dire que on n'est plus centré, la jauge n'est plus correctement centrée sur ce qui est vrai, en fait. Et donc, la naïveté, c'est voilà, c'est croire qu'on vit au monde des bisounours et à Disneyland. Et la parano, c'est croire que on est en train de tous brûler vifs en ce moment même. Donc voilà, c'est exagéré dans les deux sens, au lieu de faire des nuances pour voir vraiment ce qui est. Alors, j'en reviens au sujet principal, qui est la hiérarchie pyramidale. Donc en fait, on va parler un peu plus de politique et tout ça maintenant. Dans la hiérarchie pyramidale, c'est le jeu de la chaise musicale. Tout en bas, vous avez euh, donc il y a l'ascenseur social, mais vous avez l'ascenseur qui est tout en bas, donc le rez-de-chaussée. Et là, il y a un genre de jeu de la chaise musicale. Donc on met une musique, tout le monde tourne autour des chaises, mais il manque une chaise. Et donc tout le monde va se battre pour essayer de s'asseoir. Donc ça, c'est la compétitivité qui existe dans la société pour pouvoir monter. Donc les gens jouent au jeu de la chaise musicale. Celui qui perd, il reste à ce niveau-là. Et puis après, ceux qui gagnent, ils montent d'un étage. Et puis il manque chaque fois une chaise à chaque étage. Et donc chaque fois, ça diminue. Donc chaque fois, le perdant reste à l'étage où il est. Et plus vous montez, plus moins il y a de chaises et moins il y a de concurrence en fait. Et ceux qui sont au même étage, on va dire, plus on monte, plus ils sont rassemblés en fait. C'est-à-dire en bas, tout le monde est divisé. C'est pour ça que dans le signe de la pyramide, il y a un seul point convergent, et alors que les deux autres points du triangle sont divergents, parce que ça signifie la division en bas et le rassemblement en haut. Et
l'œil dans la pyramide, ça signifie au pays des aveugles, le borgne est roi. Ça veut dire, prenons la phrase au premier degré, s'il n'y a que des aveugles en rue partout, ils ont un désavantage considérable à quelqu'un qui aurait ne fût-ce qu'un œil pour voir. Parce qu'il pourrait faire n'importe quoi, n'importe lequel des aveugles qu'il ne le verrait pas, en fait. C'est un pouvoir considérable. Et en fait, c'est juste pour dire, en gros, le savoir est une arme. Donc celui qui sait est plus armé que celui qui sait pas. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, une fois qu'on sait ça, euh, on va plus parler de politique et tout ça. En gros, puisque le savoir est une arme et tout ça, et qu'il y a la reproduction sociale, euh, les riches, ils essayent d'aller dans des hautes écoles et tout, où ils privatisent l'information, parce que les hautes écoles sont très très chères, donc pas accessibles à ceux qui n'ont pas d'argent. C'est ça qui fait la reproduction sociale. Donc tu investis dans le savoir, et puis ce savoir va te permettre de regagner l'argent que tu as investi, et même plus après. Parce qu'il y a des gens qui sous-estiment ce qu'on apprend en fait dans les hautes sphères de la société. Euh, Ils pensent que c'est un savoir banal en fait et que ça sert à rien et tout. Mais ça c'est une manière de faire diversion aussi parce que euh, voilà, j'avais déjà eu des débats et tout, mais je dis mais à l'école de commerce ils apprennent à être des requins et on s'en rend pas compte en fait. Ils sortent de là armés jusqu'aux dents et puis ils utilisent la manipulation psychologique pour pomper les gens et les racketter à leur insu. Et puis après ils parlent de démocratie. Mais la démocratie, c'est de laisser le libre arbitre à l'autre. Donc laisser le libre arbitre, c'est lui donner le savoir égal au tien, déjà de base, de base. Donc tu lui donnes le savoir égal au tien pour lui permettre d'avoir un libre arbitre. Et à ce moment-là, tu lui laisses un choix. Tu lui dis, maintenant que tu sais les vraies conditions, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Ça, c'est un vrai libre arbitre. Maintenant, si j'arrive et que je fais une omission volontaire, une genre d'ellipse métaphysique, et puis que je sais que la personne c'est pas en face de moi, mais que je lui propose, et je lui propose d'une manière à ce qu'elle soit orientée pour dire oui. C'est plus du libre arbitre à ça. Donc s'il y a plus de libre arbitre, on est en dictature. Peu importe que tu sois séduisant ou que tu le fasses le forcing, c'est quand même de la dictature dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est ça en fait qu'il y a comme hypocrisie dans la soi-disant société démocratique. Si tu n'égalises pas le savoir, il n'y a pas de démocratie. Et par rapport à ça, justement, par rapport au savoir, c'est très subtil la fausse démocratie dans laquelle on vit. Parce que c'est dommage, j'ai pas pris le texte ici, mais il y a un texte d'Aldous Huxley du Meilleur des mondes. Je vous ferai peut-être juste une vidéo pour vous lire le texte, tiens, justement, où il explique un peu ça. Mais moi, j'avais dit, Hitler, il faisait brûler les livres. Pourquoi? Parce que ça voulait dire qu'il voulait que les gens obéissent à son endoctrinement et toutes les autres idées venant d'ailleurs, il pouvait pas y avoir accès et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il faisait brûler les livres. Alors actuellement, on a trouvé un système plus subtil parce que si tu fais brûler les livres, t'envoies quand même comme message à la conscience des gens, il veut pas qu'on ait accès à autre chose, donc t'envoies quand même un petit message d'envie de transgression et les gens quand même, dans leur tête, ils gardent un côté rebelle en fait. C'est-à-dire qu'ils se disent, on nous force quand même à obéir et moi j'aime pas ça et tout ça. Donc ils ont quand même un état de conscience un peu plus élevé et ils risquent un peu plus de se rebeller. Tandis que si tu fais une dictature subtile, les gens n'auront même pas la pensée de vouloir se rebeller. C'est-à-dire que si tu laisses des bibliothèques ouvertes, si tu laisses le savoir accessible, mais que tu rends les gens cons, donc c'est-à-dire que tu les empêches d'apprendre à lire, donc tu fais genre que tu crées un service public scolaire qui va permettre aux gens de devenir meilleurs, mais tu fais tout pour réduire le budget de l'enseignement, tu fais tout pour endoctriner ceux qui vont devenir enseignants, donc ils vont enseigner toujours la même doctrine de la même façon, sans avoir un univers plus large. Donc des enseignants endoctrinés, un faible budget et, euh, et l'hypocrisie autour avec des petites paillettes et des feux d'artifice pour dire que on est en démocratie, bah tu fais ça et en fait t'as plus besoin de brûler les livres puisque les gens ne savent plus les lire. Donc voilà, simplement. Donc ils n'ont pas accès au savoir de la même façon que si on avait brûlé les livres. Et c'est ça la subtilité là-dedans pour dominer la masse. Donc ça fait partie de la hiérarchie pyramidale. Pourquoi? Parce que dans la hiérarchie, ceux qui sont haut placés, ils ont accès au savoir, ce qui les arme par rapport aux autres. Alors, justement, par rapport à ce savoir, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est comment fonctionne le système réellement et pas comment c'est montré. En fait, on vous montre
que les gens que vous voyez à la télé, c'est eux qui dirigent. Les gens que vous voyez dans une boîte comme ça, en fait, vous croyez que eux, c'est l'élite de l'humanité. Donc, que font les gens? Ils se battent tous pour pouvoir passer dans cette petite boîte, en fait. Et ils se disent, une fois qu'ils sont passés dans la petite boîte, j'ai réussi ma vie, je fais partie de l'élite. Alors qu'en fait, ni ceux qui passent dans la boîte, ni ceux qui regardent, ne dirigent. Ceux qui passent à la télé, ce sont des mercenaires qui sont au service de gens plus hauts. Pourquoi? Parce que c'est dans l'art de la guerre. Et ça, j'en reparlerai dans un autre chapitre, parce que là, on est au chapitre 2, j'ai oublié de le dire. Enfin, je sais plus, en tout cas. Enfin, voilà. C'est le chapitre 2, je le répète si je l'ai déjà dit. Mais je vais répéter aussi ce que j'avais dit par rapport à l'art de la guerre. Et c'est Sun Tzu qui l'a dit. Si euh, tu connais ton ennemi mieux qu'il ne se connaît lui-même, et si tu te connais moins bien que ton ennemi ne te connaît, tu gagneras une fois sur deux, tu perdras une fois sur deux. Euh, si tu te connais toi-même mieux que ton ennemi ne te connaît, et que tu connais moins bien ton ennemi qu'il ne se connaît, tu gagneras une fois sur deux, tu perdras une fois sur deux. Si tu te connais mieux que ton ennemi ne te connaît, et que tu connais mieux ton ennemi qu'il ne se connaît, tu gagneras toujours. Et alors, par rapport à cette hiérarchie pyramidale, qu'est-ce qui est intéressant? Si vous vous montrez, vous êtes un objet d'analyse puisque vous existez d'une certaine façon. Vous commencez à exister quand vous vous montrez. Donc on peut analyser votre langage corporel, votre langage parlé, etc. On peut tout analyser quand vous vous montrez. Donc vous êtes dans l'art de la guerre, vous êtes analysable. Alors, quel est le moyen idéal de prendre le dessus dans l'art de la guerre? C'est de ne pas se montrer. Donc il faut être le plus discret possible. Il ne faut pas se montrer. Mais par contre, il faut observer l'autre. Et il faut tout faire pour que l'autre se dévoile et tout faire pour pouvoir avoir des piliers d'information ou des provocateurs, on appelle ça. Provoquer, c'est faire sortir. Mais, euh, comment dire, il faut des agents provocants, on va dire. Donc, il faut des trucs qui fassent sortir pour qu'on puisse analyser. Donc, c'est pour ça qu'il y a une genre de surveillance larvée qui dit pas son nom et qu'en même temps, ceux qui surveillent, on ne sait pas qui c'est. Donc, parce que ça, c'est dans l'art de la guerre. Donc, dans la hiérarchie pyramidale, ceux que vous voyez à la télé, ils sont analysables. C'est des gens analysables, en fait. Donc, euh, ils peuvent pas être dans les supérieurs hiérarchiques parce que, comme ils sont analysables, ils sont vincibles, on va dire. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais on peut les vaincre, quoi. Et en fait, c'est des mercenaires à la solde d'autres. Parce que, comme je l'avais déjà expliqué, dans la hiérarchie, par exemple, la hiérarchie qui veut pas se faire retrouver, elle met des distances, en fait. C'est pas quelqu'un, un leader proche d'une personne, un dictateur. Il faut qu'il s'éloigne le plus possible pour que jamais on remonte jusqu'à lui, en fait. Et donc, vous avez, si vous pétez un plomb pour un mauvais service, vous allez engueuler l'employé. Et l'employé, en fait, il est sous une loi d'omerta. En fait, il y a une clause de confidentialité. Et il a un genre de syndrome de Stockholm. Il est pris en otage, il est en deux feux. Parce que si jamais il vous dit la vérité qu'il a reçu un ordre d'un patron, c'est genre, il fait cramer son patron. Et donc le client va vouloir aller trouver le patron. Et donc le patron, il est mis face à ses responsabilités. Et ça ennuie profondément les supérieurs hiérarchiques. De perdre leur temps avec les soi-disant clients qu'ils considèrent comme inférieurs, comme des insectes et ça. Parce que c'est le cas de ceux qui sont en haut. Alors, donc, il doit se taire parce que sinon, il a une famille à nourrir et il doit gagner de l'argent. Il se fait virer par le patron parce qu'il n'a pas respecté cette clause de confidentialité. Donc ça arrive de plus en plus et c'est typique des dictatures. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de journalisme mercenaire parce que il y a des journalistes qui sont payés pour respecter une certaine ligne éditoriale et défendre certains points de vue. Sinon, ils se font virer. Ils se font remplacer parce que les milliardaires détiennent les médias actuellement. Ça aussi, hein, c'est très malin, en fait, de laisser exister l'opposition. Parce que si vous ne laissez pas exister l'opposition, vous donnez l'apparence de quelqu'un qui est dictateur. Et puisqu'on joue sur les apparences, donner l'apparence d'être dictateur,
c'est pas bon du tout, parce que après les gens ils risquent de se révolter. C'est-à-dire que si vous invitez jamais l'opposition et que vous tenez toujours la même ligne comme ça de front, les gens vont se rendre compte que vous essayez de leur imposer quelque chose, donc ça va pas aller. Par contre, si vous invitez l'opposition et que vous laissez parler l'opposition, mais que vous faites tout en fait pour écraser son argumentation, c'est-à-dire vous la mettez dans de mauvaises conditions, quand elle arrive, vous la mettez pas à l'aise et tout, vous êtes inhospitalier, etc. Puis dès que la caméra s'enclenche, vous faites semblant d'être hospitalier, puis vous posez des questions hyper cinglantes, hyper sèches, avec beaucoup de réparties bien préparées à l'avance, et puis avec des gens qui suivent plutôt vos idées, vous êtes plus relax, vous posez des questions beaucoup plus faciles qui les mettent à l'aise, etc. Donc voilà, ça se joue dans les médias pour que l'idée devienne dominante, tout en se faisant passer pour démocrate, alors qu'en fait elle est dictatoriale cette idée. Donc il y a un peu de ça. Donc les milliardaires contrôlent les médias. Ça, les gens savent pas. Donc déjà, on commence à être dans l'entre-soi, parce que ceux qui passent à la télé et tout dans les médias, c'est quand même des gens qui ont quand même fait des hautes études. Puis après, il y a quand même la politique où ils ont quand même fait des hautes études. Donc il y a déjà un entre-soi qui se met en place, comparé au plébéien qui a pas fait d'études et qui est serveur au McDo ou quoi. Bah eux, ils se croient déjà un peu supérieurs. Donc il y a un certain taux de narcissisme qui commencent déjà à se développer, donc ils se disent on fait partie d'une certaine élite, on est mieux que ceux-là et tout ça, comme diraient certains, les riens dans les gares et tout, voilà. Donc, euh, donc là, il y a déjà de l'entre-soi. Après, les gens, en fait, ils comprennent pas que l'élite, ils sont ensemble, parce que ils croient il y a des contre-pouvoirs horizontaux, genre ils croient que la justice est indépendante, que les médias sont indépendants, puis que le pouvoir législatif est indépendant, etc. Tout ça, c'est une illusion. D'ailleurs, on voit des interchangeabilités, des gens qui passent du milieu banquier, qui est un milieu privé, au milieu public où ils vont en politique. Donc, il y a déjà un genre de conflit d'intérêts. On voit des avocats, donc des gens qui ont fait des études de droit, qui finissent en politique. Conflit d'intérêts, parce que c'est deux pouvoirs qui sont censés être séparés, la justice et la politique. Donc ils peuvent pas normalement faire d'interchangeabilité. Et pourtant ils ne font que ça, ils font que de l'entre-soi et de l'interchangeabilité comme ça. Donc ça veut bien dire qu'ils sont ensemble et qu'ils jouent une certaine comédie de théâtre quand ils sont en opposition et tout. En fait finalement ils sont opposés avec des idées objectives entre guillemets, mais subjectivement ils s'entendent bien entre eux. Et ça c'est l'arnaque qui est faite par rapport au peuple, parce que le peuple il se dit je vais choisir celui qui défend mes idées, mais en fait, ils ne défendent pas les gens qu'ils sont censés représenter, ils préfèrent être amis entre eux, entre élites en fait. Donc il n'y a pas de véritable opposition. Euh, voilà, après, je reviens au privé et au public. La plupart des gens croient que le privé et le public c'est séparé, alors qu'en fait, si on regarde bien, les milliardaires, ils financent les campagnes électorales des politiciens. Avec l'argent qu'ils ont, ils font des campagnes hallucinantes, c'est-à-dire qu'on voit que leurs candidats partout. Mais ça joue aussi. Il faut quand même pas nier le fait qu'il y a ce rapport quantique qu'on a, euh, il y a la question posée, si il y a un bruit et que je ne l'entends pas, est-ce que ce bruit existe? Donc ça, c'est une question sur la quantique. Euh, C'est-à-dire, s'il y a un candidat, mais que je j'entends pas parler de ce candidat, est-ce que je vais aller voter pour lui? Évidemment qu'il existe dans la réalité, que ce candidat est là. Mais est-ce qu'il est visible pour que je puisse lui donner ma voix? Non. Et donc, on voit bien que la communication et la publicité a son importance dans le fait d'élire quelqu'un. Et forcément, si vous avez beaucoup d'argent pour financer une campagne, bah, vu les proportions d'argent dépensé, bah, c'est gagné d'avance. Vous voyez, c'est comme un match de foot à la 89e minute où vous gagnez 15-0. Euh, Vous pouvez marcher sur le terrain, vous voyez ce que je veux dire? Il y aura pas 15 goals en une minute, c'est pas possible, vous voyez? Enfin, quoique, ça se pourrait, mais je vais vraiment dire que, comme si c'était impossible, on est à la 91e et il y avait une minute d'arrêt de jeu et l'arbitre s'apprête à siffler et c'est 15-0. Là, vous êtes sûr que c'est plié. Mais dans les campagnes électorales, c'est pareil. Donc, c'est plié d'avance. On sait bien que c'est celui qui a fait la campagne à tel chiffre qui va être élu. Donc, les milliardaires sponsorisent des politiciens. Les politiciens sont infiltrés donc dans l'État et donc ils deviennent les maîtres du contribuable. Les contribuables, enfin le contribuable, c'est les impôts qui remontent à l'État.
Et donc, eux, ils piochent dans le contribuable. Boum, ils défiscalisent direct les milliardaires qui les ont sponsorisés. Donc voilà, voilà à quoi sert le contribuable. Et donc, les milliardaires, avec ce procédé, sont supérieurs à l'État, en fait. Ils sont au-dessus de l'État, ils sont plus égaux, ils sont pas en train de négocier, etc. Ils sont au-dessus, parce que c'est eux qui placent les gens à ce moment-là. Donc dans les médias, c'est pareil. Si les médias leur appartiennent, ils choisissent la ligne éditoriale et ils placent les gens. Si on ne respecte pas la ligne éditoriale, c'est dehors. Avec la clause de confidentialité. Dans l'État, c'est pareil. Tu es élu, si tu respectes pas la clause de confidentialité, dehors. Donc voilà. Donc il y a une genre de séparation des pouvoirs qui est fausse, qui n'existe pas. Aussi, plus haut que l'État, parce que les gens, comme je dis, ils s'énervent sur les ministres, mais les ministres, c'est des genres de sergents. En fait, hiérarchiquement, ils sont beaucoup plus bas que ce que les gens croient. Ils se disent, un ministre, c'est un général ou quoi. Un ministre, c'est rien comparé à la hiérarchie internationale. Euh, il fait qu'appliquer. Il y a l'Europe ici, par exemple. Donc, il y a des ordres qui viennent de l'Europe par rapport aux nations, puisque les nations euh, ont décidé de se rassembler sous une législation commune au niveau européen. Donc déjà, s'il y a une législation commune, celui qui est, qui fait cette législation commune est au-dessus de celui qui fait une législation nationale. Et donc là, j'en viens à parler effectivement des monopoles dont j'avais déjà parlé. Le monopole avec Louis XI, bah, un roi, il a un monopole, c'est un royaume. Et, le duc de Bourgogne, en fait, il avait acquis tellement de territoire qu'il était devenu un monopole très grand et qui rivalisait avec Louis XI. Et donc, il n'avait que le statut de duc, qui est un statut inférieur à celui de roi, mais comme il avait un monopole, ben, son statut de duc était faux, il avait un plus haut dans la réalité, et le roi avait moins de puissance que le fait d'être roi, en fait. Donc, vous voyez, c'est juste une question de monopole. Et le monopole, c'est la confiance des gens investis dans l'entreprise que vous avez ou dans la nation, parce que c'est pareil, une nation, c'est une entreprise, en fait, simplement. Donc, on fait une différence entre les deux pour diviser les gens, pour qu'il y ait des gens qui aillent plus vers la gauche entrepreneuriale ou qu'il y ait des gens qui aillent plus vers la droite étatique, et pour les diviser entre eux, alors que ceux d'au-dessus, ceux qui ont le savoir, ils savent très bien que c'est la même façon de pratiquer la gestion. Euh, Normalement. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus aussi, parce qu'il y a beaucoup à dire. Oui, les banques. Parce que j'avais déjà parlé de la dette il y a longtemps, et j'avais dit, et quoi, cette dette, on la doit aux extraterrestres. Euh, Ça, évidemment, je l'avais repris d'X-Files, entre guillemets, puisque dans X-Files, ils parlent des extraterrestres, et donc les complotistes, ils aiment quand même bien cette série-là. Mais soyons sérieux quand même, qu'il y ait extraterrestres ou pas. Euh, à qui on doit cet argent sérieusement, parce que on nous dit sérieusement qu'on doit cet argent, et cet argent, ben, on les doit à ceux qui sont au sommet de la hiérarchie. C'est-à-dire, déjà, vous avez une multinationale qui est plus puissante qu'un État, puisque une nation, bah, multination, ben, ça veut dire que il y a il y a plusieurs monopoles qui en font un grand, et une nation, c'est moins grand que plusieurs monopoles qui en font un grand. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on a fait les États-Unis, ça fait une grande puissance, parce que d'ailleurs les États unis, donc c'est des États-Unis, et c'est ce qu'on essaye de faire en Europe, les United States of Europa, on essaye de copier les États-Unis, et de copier aussi la Russie, parce que la Russie c'est un territoire géant aussi. Donc voilà, c'est des genres d'empires en fait. Et c'est parce que le monopole crée la puissance, et ça c'est connu depuis longtemps dans l'histoire, il n'y a pas eu besoin d'attendre notre époque. Et alors, donc, comme je dis, oui, il y a les États-Unis qui ont essayé de créer un grand monopole et qui sont une grande puissance. Donc, les États-Unis sont une multination par rapport à un pays tout seul. Donc, les États-Unis sont plus puissants qu'une nation toute seule, même au niveau de la monnaie, etc. Enfin, voilà, de la productivité et tout ça, puisqu'il y a beaucoup plus de gens aux États-Unis rassemblés sous la même bannière législative. Donc, vous voyez, c'est un exemple, quoi. Alors, ce que je voulais dire aussi dans la hiérarchie pyramidale, c'est regardez bien comment ça se fait en pyramide. Vous avez un employé. L'employé, il a un superviseur. Mais le superviseur, il s'occupe de plusieurs employés. Donc, il est au-dessus de 10 employés, on va dire. Un superviseur au-dessus de 10 employés.
Après, vous avez le grand superviseur, donc le superviseur qui est au-dessus des superviseurs. Donc, le grand superviseur, il a 10 superviseurs qui lui obéissent. Donc, il a 100 personnes à son service, puisque un superviseur a 10 personnes. Et le grand superviseur, il a 10 superviseurs qui ont chacun 10 personnes. Donc, vous voyez, il a 100 personnes, le grand superviseur. Et vous montez à chaque fois comme ça, et c'est comme ça que la hiérarchie pyramidale se fait dans la représentation. C'est pareil avec les directeurs, parce que vous avez le grand superviseur, puis vous avez le directeur. Et le directeur, il a 10 grands superviseurs à son service. Donc vous voyez, ça commence à monter en exponentiel. Et après, vous avez le grand directeur qui est directeur des directeurs. Donc par exemple, on va prendre un supermarché, vous avez Delhaize. Si vous avez le directeur d'un Delhaize, bah, il est moins puissant que le grand directeur de plusieurs Delhaize. S'il y a un directeur de 5 Delhaize, il est plus puissant qu'un directeur de 1 Delhaize. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on fait la hiérarchie pyramidale. Mais vous allez jamais parler au directeur de 5 Delhaize quand vous avez un problème client. Vous allez faire quoi? Vous allez aller parler au caissier, vous allez vous emballer sur le caissier, mais le caissier, il ne décide de rien. Le caissier, on lui dit tu organises le magasin comme ça, tu réassortis assis, tu vas à la caisse, tu scannes, etc. Et puis voilà, c'est tout. Le reste, tu t'occupes pas de la gestion de nos produits, comment on les fait, comment on les emballe, comment on les transporte. Tu t'occupes pas de tout ça. Donc ça remonte plus haut. C'est le grand directeur, il a toutes ces informations-là. Comment ça vient, par qui c'est fait, euh, qu'est-ce qu'on fait comme politique, comment on s'arrange sur la législation, bazar et tout ça. Donc il y a les conseils d'administration et tout.